bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, on a parlé là tout à l'heure des artistes qui avaient plusieurs activités. Alors moi, j'en ai deux ou trois, mais qui sont tout à fait convergentes, et c'est de ça dont je vais parler aussi aujourd'hui. Donc, je suis artiste et je suis enseignant-chercheur à l'École des Arts Décoratifs de Paris. Et donc, je vais intervenir sur, je dirais, une nouvelle dynamique qu'on voit quand même se mettre de plus en plus en forme aujourd'hui à l'échelle internationale, qui est l'ouverture de la création artistique sur la recherche, et l'articulation de la recherche au sens plutôt académique du terme, mais ça peut être plus large que ça, et de la création artistique. Alors moi, je vais en parler en particulier pour essayer de voir quelles sont possiblement aujourd'hui les questions méthodologiques autour de ça, et comment, à partir de cette recherche, on peut imaginer des modes de valorisation particuliers qui, de fait, impactent le statut des créateurs. Et je vais le faire peut-être en accélérant sur certaines choses et en prenant un peu plus de temps sur d'autres, parce que j'ai trouvé très intéressant ce qui s'est dit ce matin. Et je trouve qu'il y a deux, trois points saillants qui ont été un peu questionnés, et sur lesquels il me semblerait intéressant de revenir, en particulier les questions de relation entre l'individu et le collectif, qui sont loin d'être simples pour les artistes, pour différentes raisons, mais aussi, comme le dit souvent Ben, la question majeure étant celle de l'ego, qui revient quand même beaucoup, enfin qui est toujours là et dont on parle peu, et qui est aussi une vraie question pour le développement de la recherche en art. Alors, on va essayer de régler le problème, parce que c'est vrai que j'aime bien appuyer ma démonstration par des exemples, et donc même si ça peut paraître un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire juste avant, je vais démarrer par quelques exemples qui ne sont pas simplement des exemples personnels, mais qui sont aussi des exemples d'ailleurs d'étudiants-chercheurs des arts déco, ou de travaux qu'on a fait en collectif. Et puis il y a aussi un ou deux travaux plus personnels, mais qui interrogent justement les questions méthodologiques et les questions de recherche. Alors on va essayer de... Je redébranche, c'est ça ? Il faut savoir aussi que Apple, dans la grande progression d'Apple, c'est devenu de plus en plus opaque. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus que la possibilité de faire la danse du ventre. Mais c'est un vrai problème. Je veux dire, on a les artistes aujourd'hui, je parlerai parce que je vais parler de recherche instrumentale. Les artistes aujourd'hui, par exemple, sont confrontés à un vrai problème sur les technologies. C'est qu'on n'a plus beaucoup d'alternatives. Apple a piégé les artistes, Microsoft est resté Microsoft, et Linux, qui est le vrai espoir, se développe, mais pas encore tout à fait au point pour la communauté de création. Il l'est pour une part de la communauté, mais pas pour toute la communauté. Mais c'est une perspective qui est quand même très intéressante et dont on parlera après. Relancer l'ordinateur ? Oui. Oui, ça marchait. Justement, on a laissé exprès, une fois qu'on l'avait stabilisé tout à l'heure, on a tout laissé allumé pour pas que ça bouge, et c'est pas réussi. Sinon, vous me donnez vous avez un PC, c'est ça, madame ? Bien sûr, en PDF. Oui, oui. Si ça marche pas, on va transférer sur une autre machine, ce qui est pas très glorieux, mais... Ah,
Vous voyez, ça marche pas, c'est intermittent aussi en fait. Ok, alors peut-être je vais vous donner le cadre le temps qu'on cale ces questions-là, puis sinon je décrirai les images, ce qui est aussi un exercice intéressant. Euh, juste parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant, euh, c'est quand même aussi lié à des questions politiques et institutionnelles. C'est que vous savez qu'il y a eu une réforme qui s'appelle la réforme de Bologne et qui a amené à redéfinir des normes académiques autour d'un système de formation en 3-5-8, licence, master, doctorat. Okay. Et donc, à partir de là, par exemple, la France était c'était un vrai chantier, c'était compliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais tout le monde s'est mis sur cette grille licence, master, doctorat et qui rejoint aussi les normes internationales. Et donc, à partir de là, on avait quand même en France, mais c'est aussi, je crois, le cas en Belgique et dans beaucoup d'autres pays en Europe, on avait quand même ces choses étranges qu'on appelle des écoles d'art. Alors, moi, je connais surtout les écoles d'art et de design, d'art plastique au sens d'art plastique et de design, mais c'est vrai qu'on a aussi d'autres écoles, par exemple les conservatoires en France. Voilà, il y a beaucoup d'écoles qui sont dans des statuts divers et variés et qui sont retrouvées confrontées aussi à cette réforme, avec le fait qu'au bout d'un moment, si ces écoles voulaient pouvoir participer à la formation à l'échelle internationale, eh bien, elles allaient devoir aussi pouvoir se parler par équivalence, par système d'équivalence. Et donc, il fallait qu'elles se mettent un peu sur cette grille-là de licence, master, doctorat. Et ça a eu un impact qui n'est pas inintéressant, mais qui questionne beaucoup et qui fait bouger beaucoup de choses. C'est qu'à partir du moment où les écoles ont demandé leur reconnaissance de diplôme en master, eh bien, un master tel qu'il est défini dans l'enseignement académique à l'échelle internationale ne peut pas exister sans recherche, sans être adossé à de la recherche. Et à partir de là, ça a commencé à se poser la question de c'est quoi la recherche dans des établissements d'art, de création. Et donc cette question, en fait, elle bouleverse beaucoup de choses. Hein. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'elle se pose en France. Elle s'est posée dans certains pays qui ont été très pilotes là-dessus, comme le Canada, où, par exemple, à la différence de la France, ils n'ont pas d'un côté des écoles d'art et de l'autre côté des universités, mais ils ont ils ont fait la conjonction beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est la question qui se pose encore aujourd'hui. En Allemagne, vous avez des écoles d'art qui sont hyper puissantes. Il y en a beaucoup moins qu'en France, mais elles sont très puissantes et elles ont plutôt refusé de ce mouvement-là. Elles ne veulent pas trop aller adhérer à tout ça. Toujours est-il que la question de la recherche s'est posée et s'est posée de façon se pose encore aujourd'hui. Et donc à partir de là, et je pense qu'il y a aussi d'autres injonctions qui sont qu'on peut là aussi questionner, c'est-à-dire une autre injonction qui est l'injonction d'innovation. Tout le monde entend parler d'innovation aujourd'hui. En création, on en entend parler depuis un bout de temps. Et puis, il y aurait quand même un lien entre la création artistique et l'innovation, là aussi qu'on pourrait interroger. Hein, et l'innovation n'étant d'ailleurs pas qu'une innovation technique, mais pouvant être évidemment sous d'autres formes, y compris sociétale ou sociale. Et donc, je pense que cette question d'innovation, elle est très liée aussi aux difficultés économiques des pays occidentaux qui, ayant accepté ou même fait la promotion de la délocalisation, se retrouvent avec toute une industrie qui n'est plus en Occident. Et donc, finalement, ça serait la matière grise qui serait le nerf de la guerre et qui nécessiterait d'innover en permanence. Alors, ce qui pose aussi un certain nombre de questions. Mais finalement, il y a donc un peu cette double injonction. D'un côté, des questions d'organisation des formations et de la recherche sur le plan académique. De l'autre côté, une injonction à l'innovation et comment finalement la recherche, qui est très souvent liée aux questions d'innovation, comment on peut s'emparer de tout ça. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une école d'art, dans une école de design, comment on se positionne et comment on peut arriver à finalement à faire des propositions dans ce contexte complexe et du coup aussi à réinterroger nos statuts et nos relations même à l'économie et à la société. Donc voilà, c'est un peu, si vous voulez, le point d'entrée dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors on va essayer, vous voyez, finalement Microsoft, surtout avec le logo en gros comme ça, va nous sauver.
Alors, j'avais eu la bonne idée de faire un PDF. Donc, je vais passer sur PDF, ce qui est un peu moins confortable pour moi, mais on va y arriver. C'est ici. J'espère que ma clé USB va fonctionner. Ouais, elle est là. Si, elle est là. Fermé. Et j'aille le chercher, c'est peut-être plus facile. Vous pouvez peut-être copier sur le bureau. Hein. Pas un PDF. Pardon? Un PDF est très léger. Ouais. Oui, mais elle n'est pas dessus. Elle est en cours. Non, mais il l'a vu puisqu'il a fait monter le... Elle n'est pas dessus. Mais pourtant, il la voit là. Il voit le périphérique, mais il voit rien dessus. Elle est formatée en quoi? En Mac? Je sais pas. Sinon, vous me donnez une autre clé USB et je vous fais le transfert. Ça va prendre un peu de temps. C'est sur ma machine, ça va prendre 2 minutes. Ouais. C'est difficile pour moi de faire sans image. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'images et de... Nous mettons dans l'icône en bas. Voilà, ici, il y a pas de... Oui, non. ordinateur. Ça revient au même. Oui, ça rien. Non, mais apparemment, il voit la clé, mais il voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui paraît bizarre. En fait, la clé est formatée au format Mac, qui n'est pas compatible avec les PC. Surtout que je vais vous parler beaucoup de techniques, donc vous voyez que c'est à propos. C'est comme vous voulez, mais sinon je vais enchaîner. Mais c'est compliqué de. Je pense que de voir, j'ai prévu 4 exemples et de voir les exemples permet tout de suite de bien figurer ce dont je vais parler. Mais sinon, je vais être plus théorique, plus abstrait, et puis je vous montrerai les exemples après. En général, je trouve que c'est mieux de commencer par les exemples. Ok, alors je vais peut-être démarrer sans exemple. Ou alors, si vous avez Internet, je peux peut-être me débrouiller avec Internet. Hein. Il n'y a pas de... Sur le PC, là, il y a du réseau sur le PC? Attendez, je vais regarder s'il y a du réseau, je vais me débrouiller avec le réseau. Puis ça me fait plaisir de renouer avec Explorer, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière. Ok. Ouais, alors donc je vous montrerai les exemples après si on arrive à mettre soit un PDF, soit... Voilà, c'est celle-là. Ok, je vais tout faire, je vais me débrouiller avec le réseau. Si ça fonctionne avec le réseau, je vais me débrouiller. Et tout à fait, oui, c'est ça. Et je pense qu'en fait, on va être sauvé par Linux. Voilà, si vous voulez bien copier le PDF là-dessus.
Si je peux avoir le PDF, j'aime autant. Ça c'est débranché évidemment, ça c'est pas mal. C'est une application improvisée. Tu trouves ma clé? Oui, c'est bon. Lexar. Par contre, j'ai l'impression qu'il veut pas copier dessus. Il y a bien plein. Hein. C'est une clé de 32 gigas. Il veut pas copier dessus, elle doit être... Sinon, je vais tout faire avec le réseau. Je vais me débrouiller avec le réseau. Ok, je vais me débrouiller, ne vous embêtez pas. Ça ira? Ouais, je vais me débrouiller. Le réseau IMI, oui. Ok, je vais me débrouiller avec le réseau. Donc désolé, ça va être un petit peu moins pratique pour moi, mais on va y arriver. Alors, je vais vous montrer d'abord 3 ou 4 exemples en fonction de ce que je vais pouvoir trouver, ce à quoi je vais pouvoir accéder. Alors, ça, c'est un premier exemple. Donc ça, je vais aller assez vite dans la description, mais c'est vrai qu'avec les images, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une... alors, s'il veut bien, voilà. Donc ça, c'est une installation que j'ai faite en 2007. Le principe est assez simple. C'est une grande image qui est toute floue. Et quand le public, si on peut couper les projecteurs, on aura une meilleure merci. Donc c'est une grande image qui est toute floue. Et lorsqu'on s'approche de cette image, lorsque le public s'en approche, il va faire la netteté en fonction de son corps. Donc ici, on voit une personne du public agir. Ici, un plus gros plan. Et cette image, en fait, est une image de force de l'ordre en tenue anti-émeute non casquée, ce qu'on appelle des CRS chez nous. Évidemment, à mesure qu'on va s'en approcher, on va révéler aussi leur individualité. Alors, second exemple, c'est une installation qui s'appelle Valeurs croisées. C'est un mur de compteurs qui mesure les distances. Chaque compteur inscrit la distance de ce qui se trouve face à lui en temps réel. Ce qui fait que quand le public est devant, lorsqu'il défile devant, eh bien, il va inscrire sa corporalité dans ce mur de compteurs. Il va faire varier ses mesures et il va finalement inscrire son activité dans ces compteurs. Et c'était dans un contexte un peu spécifique qui était la Biennale de Rennes, qui portait sur les relations entre ça s'appelait Valeurs croisées, les relations entre l'entreprise et l'art. Et donc ici, j'ai pris, si je puis dire, au pied de la lettre la question des valeurs, mais en les ramenant sur les valeurs quantifiées. Alors, un troisième exemple, c'est... donc là, c'est une série d'exemples. C'est un travail que j'ai fait dans le cadre des nouveaux commanditaires. C'est d'ailleurs un processus que je vous invite à mieux connaître. C'est vraiment très intéressant dans la relation de l'art à la société. C'est porté par la Fondation de France. Et ça s'appelle New Patrons à l'échelle européenne. Et il y a des actions qui ont été faites en Belgique déjà. Et ici, en fait, c'est installé dans la Maison de Geste et de l'Image à Paris, et c'est un écran qui va varier en fonction de la distance avec laquelle les gens regardent cet écran. Plus on s'avance, et plus ça devient abstrait, plus ça nous met en scène, en quelque sorte, comme si ça révélait finalement le public plutôt qu'une image. Alors, sur cette base... eh bien, on voit qu'il y a des préoccupations qui sont communes et qui relèvent toutes de la mise en œuvre de la distance. Donc ici, c'est, pour le dire de façon assez simple, comment et pourquoi mettre en œuvre la distance entre un public et un dispositif comme opérateur qui est à la fois physique et psychique. Et finalement, on voit apparaître une question qui pourrait s'apparenter à une question qu'on pourrait positionner comme une question de recherche. Alors, je vais vous montrer un autre exemple d'une étudiante chercheuse qui s'appelle Lia Giraud, qui est étudiante donc, en doctorat chez nous. Alors, j'espère que je vais arriver parce que je n'avais évidemment pas prévu de montrer des choses comme ça.
Donc elle travaille sur l'utilisation de micro-algues photosensibles pour produire des images. Donc j'aimerais vous montrer une petite vidéo si j'arrive à la trouver. Si j'arrive à la trouver, si ça marche. Pause, peut-être je vais prendre une version. Voilà, ici vous avez quelques images. Et donc, elle travaille sur un processus qui va donc permettre de réellement créer des images vivantes à partir d'algues qui sont des microalgues qui sont photosensibles. Et donc elle va mettre en place des techniques d'insolation de ces microalgues pour arriver à faire en sorte que les microalgues étant attirées par la lumière, elles se rejoignent et elles forment des images. Et quand vous relâchez l'insolation, à ce moment-là, les microalgues se redispersent et donc on obtient une dynamique, si vous voulez, dans l'image elle-même, dans la composition même de l'image. Ce qu'elle a mis en œuvre aussi dans une exposition au Fresnoy il y a quelques mois. Alors, troisième exemple, je m'excuse si les images ne sont pas tout à fait celles que j'aurais voulu montrer. Donc, troisième exemple, c'est on travaille donc à l'école des arts décoratifs sur une problématique qui est celle qu'on appelle les objets à comportement. Donc, c'est comment étudier et mettre en œuvre des objets qui bougent, qui sont des objets abstraits ou des objets du quotidien. Ça peut être une bouteille d'eau, une chaise, comme ça peut être une boule ou un cube. Et comment on peut, en les faisant bouger, comment on peut donner le sentiment qu'ils sont vivants et amener le public à projeter une intentionnalité sur les objets. C'est-à-dire comment les objets auraient, par le biais du mouvement, des formes qu'on pourrait qualifier d'intentionnelles et même qui relèveraient du comportement. Et à partir de là, en fait, pour le faire, on s'est aperçu que c'était qu'on allait très vite sur le terrain de la robotique. Et donc, on a été amené à travailler dans le cadre d'un LabEx. J'aimerais bien qu'il y ait des images. Dans le cadre d'un LabEx qui est le LabEx RH2H, donc c'est un consortium, si vous voulez, de recherche. On a été amené à inventer un kit de robotique modulaire qui est une sorte de kit un peu comme du Lego, mais beaucoup plus performant et qui est complètement basé sur des éléments qui sont avec du velcro, qui sont en velcro. Et donc ça permet de combiner les choses très rapidement et de produire des objets robotisés pour les tester, pour les expérimenter. Ce qu'on fait à travers aussi des workshops régulièrement. Voilà. Et donc on développe tout un outil autour de ça sur les dispositifs interactifs et performatifs, tout un outil sur de robotique modulaire. Alors ici, donc on voit à nouveau des questions de recherche qui apparaissent sur le comportement des objets. Et puis des nécessités de mise en œuvre d'outils pour pouvoir prototyper, faire l'expérience de tout ça. Alors, quatrième exemple, et ça sera le dernier, c'est un travail qu'on fait dans le cadre d'un projet ANR et qui s'appelle, alors qui a d'abord donné lieu à un dispositif particulier. Voilà,
Donc ça, c'était en 2011, mais ça se poursuit aujourd'hui dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche. Ça a été c'est un travail sur la façon dont on peut mettre en place des dispositifs interactifs pour permettre des interactions collectives au même endroit, dans des mêmes grands lieux. Et on travaille de plus en plus sur l'utilisation des téléphones portables, des smartphones, non pas simplement comme des devices extrêmement individualisés, mais comme des appareils qui permettent justement d'interagir collectivement, de faire des choses ensemble et de permettre aux gens de faire des choses ensemble. Et donc avec cette approche, sous ma direction, on a mis en place un dispositif pour faire la fête dans des systèmes interactifs qui sont, et on le sait, des systèmes qui sont aussi des systèmes de contrôle. Donc tout ce qui est, par exemple, interaction en utilisant la caméra ou interaction par des dispositifs qui sont plus prospectifs, c'est-à-dire qui utilisent par exemple ce qu'on appelle le RFID actif. Donc c'est des systèmes embarqués un peu comme vous avez sur les passes. Par exemple, à Paris, on a un pass qu'on appelle le pass Navigo et il embarque du RFID, sauf qu'il y a une nouvelle forme de RFID qui est pas comme celle-ci, qui est beaucoup plus puissante et qui envoie en permanence des données de localisation, de ce que vous faites, etc., et qui pose plein de problèmes éthiques. Sauf qu'on s'est rendu compte que finalement les corps, quand ils ne jouaient pas le jeu, c'est-à-dire quand ils ne se conformaient pas à des comportements standardisés, eh bien mettaient en difficulté tous les systèmes de traçabilité, de contrôle, etc. D'où l'intérêt de mettre à l'épreuve ces dispositifs en faisant la fête dedans, puisqu'à partir du moment où il y a beaucoup de monde, que les gens se sautent dessus, s'embrassent, etc., en fait, les dispositifs sont mis dans des situations qui sont extrêmement éprouvantes et qui sont intéressantes. Donc, c'est sur cette base qu'on a travaillé. Et on voit à nouveau, finalement, qu'il y a des questions qui sont véritablement des questions de recherche. Et vous voyez à travers ces 4 exemples qu'à chaque fois, on a des questions qui sont à la fois des questions, typiquement avec ça, on a des questions qui sont des questions qui impliquent à la fois une dimension artistique, une dimension technique et des dimensions sociétales. Et c'est à cet endroit-là, pour la création, que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes et qu'on peut parler de recherche dans la mesure où on peut formuler des problématiques, mais qui sont des problématiques avec un ancrage d'abord pratique. Et ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une recherche méta, une recherche sûre, une recherche qui prendrait un objet qui lui serait extérieur, mais c'est d'abord une recherche qui est complètement ancrée dans la pratique et qui, par sa problématisation qui nécessite une forme de réflexivité et qui peut, et j'y viendrai après, appeler des relations avec d'autres disciplines qui sont davantage méta, comme les sciences humaines et sociales le sont souvent, eh bien, c'est dans cette relation aux autres disciplines, à la réflexivité, que va progresser aussi la recherche. Mais la recherche est d'abord basée sur la pratique, hein, c'est même l'expression consacrée à l'échelle internationale. Alors donc on a 4 cas de recherche de ce qu'on pourrait appeler la recherche et création, qui est une terminologie qu'on retrouve de plus en plus, qu'en France, historiquement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est une terminologie qu'on a plutôt du côté de la musique, qui est peut-être l'endroit en termes de discipline en France qui est le plus fort en matière de recherche, hein, historiquement, depuis la fin des années 40, avec Pierre Schaeffer, puis Pierre Boulez, l'IRCAM, etc. Il y a en France une force et une structuration de la recherche dans le domaine artistique, principalement sur la musique, mais c'est aussi, et donc recherche et création a été utilisée très tôt comme expression par les gens de l'IRCAM, un institut de recherche de composition acoustique musique qui est associé au Centre Pompidou. Et puis c'est une expression recherche-création, un petit peu comme on parle de recherche-action en sciences humaines et sociales. C'est aussi une expression qu'on va retrouver par exemple beaucoup au Canada, qui aujourd'hui avance très très vite là-dessus, plutôt les francophones, et défendent très fortement cette approche de la recherche liée aux arts. Alors ici on voit 4 questions de recherche et de création. Très brièvement, la distance comme opérateur, les images vivantes, les objets à comportement ou à mauvais comportement et l'interaction de groupe. Et à chaque fois, finalement, les questions qu'on se pose, c'est des comment et pourquoi.
Finalement, ce comment et ce pourquoi, et vous voyez que je mets bizarrement le comment avant, ce sont des problématiques artistiques qui sont pratiques et qui ont un impact sociétal et qui nécessitent de nouvelles techniques. Je ne parle pas seulement de technologie, ce serait trop réducteur. Et j'ai envie de dire que finalement, les questions pratiques qui se posent quand on commence à être vraiment sur ce lien entre la recherche et la création sont des questions de dispositif, qui est un terme extrêmement intéressant, qui est plutôt un terme francophone, mais au-delà un terme latin, qu'on va retrouver avec exactement son équivalence en italien. D'ailleurs, il y a le petit livre d'Agamben là-dessus, en italien, bref, dans toutes les langues latines. Et c'est un terme, et c'est intéressant quand on l'étudie, qui est en train de passer en langue anglaise. C'est-à-dire que, compte tenu de la difficulté de traduction du terme dispositif, y compris pour Foucault, etc., qui est traduit plutôt par apparatus, alors que dans certains cas, par exemple, je pense qu'Agamben, on a plutôt tendance à le traduire par device. Et finalement, on va s'apercevoir que la traduction de dispositif en anglais va devenir dispositif. Et les Anglais donc l'utilisent les anglophones l'utilisent de plus en plus. C'est un terme, c'est assez révélateur. Et donc, ce terme de dispositif, que historiquement on va retrouver plutôt du côté de la philosophie. D'ailleurs, il faut savoir que Deleuze, avant Agamben, bien avant, a fait un petit texte qui s'appelle Qu'est-ce qu'un dispositif, mais les gens ne le savent pas trop. Et donc c'est un terme qui, vous le voyez, hybride beaucoup les questions justement de société, d'esthétique et de technique, sachant que derrière la technique, il y a les sciences évidemment, mais j'ai tendance à penser que pour les dispositifs, la science passe par la technique pour alimenter ces questions de dispositifs. Et aujourd'hui, on peut dire que pour une part, les artistes qui sont confrontés aux questions de recherche sont pour beaucoup confrontés à des questions qui portent sur les dispositifs et qui donc impliquent quelque part cette triple dimension sociétale, esthétique et technique. Et ça nous amène à dire que finalement cette recherche en art et en design, elle va porter avant tout non pas sur la création à proprement parler directement, mais elle va d'abord porter justement sur les dispositifs ou de façon plus large sur les moyens. C'est-à-dire quelque part aussi, c'est une recherche qu'on pourrait qualifier d'instrumentale. Ou pour le dire de façon un peu plus savante, après Simondon et après Bernard Stiegler, on pourrait qualifier cette recherche d'organologique. C'est-à-dire l'organologie, c'est normalement la discipline plutôt du côté de la musique qui se veut d'étudier les instruments de musique en particulier. Mais il faut l'élargir, il faut voir la recherche organologique comme une recherche beaucoup plus large et donc qui est une recherche qui porte effectivement sur les moyens, sur les instruments, sur les dispositifs aujourd'hui et qui a, après Stiegler, qui aurait, et dans la lignée de ce que je disais sur les dispositifs, le fait que quand on travaille sur les organes artificiels, les instruments, eh bien finalement, on va impacter nos modes de perception, c'est-à-dire aussi nos organes physiologiques, comme on va impacter nos organisations. Et donc, il y a dans l'approche que l'on peut avoir dans cette recherche organologique, il y a une approche qui, à nouveau, va être une approche qui va toucher aussi à l'humain et à la société. Et moi, j'aimerais, on est en train de requalifier les choses, y compris avec Bernard Stiegler, on va faire un colloque sur ces questions-là, plutôt que de parler d'organologie, il serait peut-être préférable de parler d'organogenèse, c'est-à-dire de s'intéresser non pas à la façon dont on peut classer les instruments, etc., qui seraient déjà des instruments existants, mais précisément on voit que les artistes préoccupés par les questions de recherche attaquent ces choses-là par les processus, par les techniques, c'est-à-dire par tous les moyens de mise en œuvre, en soulignant ce terme, les moyens qui vont permettre la création et en s'intéressant aux moyens autant qu'aux fins. Donc ça, c'est, je crois, un point tout à fait important, c'est-à-dire que quand on parle de recherche et création, si, même en étant un petit peu caricatural, on pourrait faire le distinguo entre finalement une recherche qui porterait davantage sur les moyens et la création qui serait davantage sur les fins. Mais quand on dit ça, très vite, on a le sentiment qu'on serait dans un schéma un peu linéaire où on ferait par exemple un travail d'abord sur les moyens pour ensuite en trouver des fins, etc. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus dynamique que ça. Par exemple, on a parfois
parfois des envies de création, et on s'aperçoit que pour ces envies de création, eh bien, les moyens n'existent pas tout à fait. Et donc, on va aller interroger des moyens, chercher des moyens spécifiques, créer des moyens spécifiques pour pouvoir permettre d'arriver à ces fins. Et on s'aperçoit aussi, et quand on est praticien, on le sait, que tout ça se fait dans une dynamique expérimentale et itérative. C'est-à-dire que je vais chercher de nouveaux moyens, ils n'existent pas, j'essaye de voir comment je peux réagencer de l'existant ou fabriquer certaines choses ou inventer certaines choses, j'expérimente, ça réinterroge les fins, etc. Et donc, par exemple, quand on commence à travailler en pluridisciplinarité, c'est quelque chose de très important parce que moi, je suis très souvent dans les laboratoires de sciences expérimentales, donc sciences dures ou sciences de l'ingénieur, et en fait, on s'aperçoit que tous ces chercheurs font plein de choses dont ils ne savent pas quoi faire. Et donc, il est très intéressant pour un artiste de faire des visites de laboratoire, de discuter et de s'apercevoir qu'on va pouvoir se saisir de certaines avancées en recherche du côté du monde des sciences dures et des sciences expérimentales et des sciences de l'ingénieur et pouvoir les orienter vers des créations qui vont être aussi quelque part des formes qui vont trouver, qui vont se stabiliser et qui vont rencontrer un public, ce qui est une question sur laquelle je vais revenir brièvement tout à l'heure, parce que, par exemple, les sciences sont totalement démunies de l'approche du public, ce qui peut paraître absolument naturel pour les artistes, mais pas du tout pour les scientifiques. Donc, finalement, l'évaluation qu'on va pouvoir faire de la recherche principale, de l'évaluation principale que l'on va pouvoir faire de la recherche et création, ça va porter pour beaucoup sur l'originalité et la potentialité des moyens, en même temps que sur la création, comprenant un versant critique. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à des questions qui deviennent effectivement assez techniques qu'on en oublie leur portée sociétale et leur portée critique. Si je suis passé par l'organologie, l'organogenèse et que j'ai très brièvement montré justement les articulations qu'il y avait avec la société, c'est bien pour cette raison. Donc il faut avoir l'ensemble en tête. Et là, on arrive à un point qui est aussi extrêmement important et par rapport à ce qui s'est dit aussi ce matin. C'est-à-dire qu'une des difficultés que je rencontre aujourd'hui en étant plutôt du côté de la direction de la recherche pour le développement de la recherche en école d'art et de design, c'est comment on organise la recherche en collectif et pourquoi c'est intéressant de travailler collectivement. Et là, il y a un os. Et il y a un os quand même qui est assez dur parce que précisément les artistes ont une habitude qui est quand même de travailler d'abord avec une signature individuelle pour affirmer leur autorité. Et donc finalement, dans cette organisation de la recherche et création, la recherche qui va porter sur les moyens, les instruments, les méthodes, les techniques et qui sont ancrées dans les problématiques pratiques, très vite on va voir que c'est impossible de résoudre ces questions tout seul. Elles sont nécessairement collectives et très souvent pluridisciplinaires. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement la question qui se pose à nous de comment on organise la recherche qui a nécessairement une dimension collective, la réponse va aussi se trouver dans une forme de nécessité. Donc c'est pas une injonction qui viendrait de l'extérieur, c'est organisez-vous collectivement, c'est vous allez avoir besoin de vous organiser collectivement si vous voulez avancer sur ces questions-là, qui sont des questions complexes. Alors que les questions de création, elles peuvent rester davantage singulières. J'utilise le mot de singularité pour justement pas parler forcément d'individualité. La création n'est pas forcément individuelle, mais elle est singulière, c'est-à-dire qu'elle va se focaliser sur des résultats avec des exigences artistiques et sociétales, et la création va pouvoir être prise en charge par des petits groupes ou des plus grands groupes, c'est assez compliqué, ou tout simplement à titre individuel. Et on va donc articuler, par exemple, vous avez, je sais pas, 8 personnes qui travaillent sur un kit de robotique modulaire pour envisager la façon d'expérimenter des objets à comportement, et eh bien vous allez avoir un étudiant-chercheur ou un enseignant-chercheur qui va vouloir se saisir de ce kit pour pouvoir en faire une création spécifique, et donc on va articuler une forme de spécificité de création avec une forme de généricité des moyens. Et ça fonctionne possiblement assez bien. Donc la recherche
elle est collective et pluridisciplinaire, et ce que l'on partage, c'est justement la dimension instrumentale. Et je voudrais aussi souligner le fait que quand on discute avec justement les gens des sciences dures, sciences expérimentales, chimie, biologie, physique, ou des sciences de l'ingénieur, on s'aperçoit, et là il suffit de reprendre, il y a quelques textes très éloquents de Bruno Latour là-dessus, quand vous rentrez dans les labos de toutes ces sciences-là, ce ne sont que des instruments, partout, il n'y a que des instruments, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, il y a un partage très important à cet endroit-là sur aussi cette notion instrumentale. Il y a des instruments en sciences, et on a beaucoup à faire dans cette relation aussi à l'art, quand l'art reprend aussi en charge cette question instrumentale. Alors après, il y a différentes méthodologies pour le faire, je vais peut-être pas avoir le temps, d'autant qu'on en a perdu un petit peu au début, mais disons qu'il y a plusieurs façons de faire pour aller plus ou moins fondamentalement dans les choses, dans la relation plus disciplinaire avec ces instruments, ou plus ou moins rapidement. En gros, plus les technologies sont mûres, c'est-à-dire plus elles sont au point. Par exemple, vous allez dans un labo, vous avez des techniques qui sont très au point, des instruments qui sont très au point. Vous allez pouvoir certainement vous en servir très vite en tant qu'artiste, mais par contre, vous allez avoir beaucoup moins d'ouverture. Vous allez devoir quelque part vous servir de ces instruments tels qu'ils ont été plus ou moins prévus. Après, on peut réagencer un peu, mais il n'y a pas beaucoup de degrés de liberté. Par contre, si vous travaillez très en amont, en collaboration avec des scientifiques, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'ouverture. Par contre, ça peut prendre très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est parfois des années. Et donc, il faut là avoir un peu de méthodologie, etc. Alors, à quoi ça nous amène aussi ces réflexions? Eh bien, si je reprends très basiquement ce que pourrait être cette recherche qu'on pourrait qualifier d'instrumentale ou d'organogénétique, c'est une recherche qui est basée sur la pratique pour la pratique, qui est technique. J'ai pas dit que technologique, technologique évidemment possiblement, mais plus ouvertement technique. Par exemple, on pourrait faire des recherches comme ça sur la peinture, les pigments, des choses, des arts qui paraissent plus traditionnels au regard des nouvelles technologies. Elle est collective, elle est pluridisciplinaire, elle a un caractère générique, c'est-à-dire qu'elle est modélisable et applicable à différents contextes, elle est partageable, elle est expérimentable. Et ça, je vais y revenir, c'est-à-dire qu'on peut la déployer en public pour l'expérimenter, elle est transférable et elle est théorisable. Donc on voit finalement qu'on a à cet endroit de la recherche instrumentale en art et en design une multiplicité d'entrées et qui permettent de définir ce que pourrait être cette recherche-là et qui peut permettre aussi de la valoriser et de lui trouver à nouveau, je suis désolé, je le cite un peu beaucoup, mais en même temps, c'est aussi visiblement par son biais que je suis arrivé là, une sorte de valeur pratique. C'est défendu par Bernard Stiegler aujourd'hui, plutôt que de parler d'autres formes de valeurs, c'est se focaliser sur ce que serait une forme de valeur pratique aujourd'hui, et qui n'est pas d'ailleurs sans toucher toute cette figure de l'amateur qui a été abordée tout à l'heure, etc. Alors, à partir de là, eh bien, à partir de cette recherche instrumentale, on voit de façon très claire qu'il y a beaucoup de capacités de valorisation. C'est-à-dire que à l'endroit de la recherche instrumentale, on va pouvoir valoriser celle-ci avec des diverses formes de moyens qui existent dans d'autres disciplines, qui sont peu pensées du côté des arts, mais qui peuvent aussi toucher les arts. Évidemment, faire œuvre et par exemple proposer cette œuvre en exposition ou sous forme d'événements, etc. Bien sûr, c'est une forme de valorisation, mais que je mets finalement au même titre que d'autres, parce qu'on va pouvoir aussi valoriser les outils, les instruments, que ce soit du matériel, du logiciel, des processus stabilisés et bien formalisés, qui peuvent par exemple faire devenir aussi des brevets, mais pas forcément des brevets, parce que les brevets, c'est une entrée sur les choses qui est une forme de privatisation de la connaissance, mais il ne faut pas s'interdire de penser ça aussi, pour plein de raisons. On peut évidemment aussi avoir des formes de licences, et plusieurs formes de licences, y compris, et c'est important, les licences publiques. Tout à l'heure, je parlais de Linux, qui est très important aujourd'hui, que ce qui se passe dans les technologies, sur tout ce qui est justement le logiciel libre et les formes de licences qu'on peut avoir sur ces logiciels libres, je crois, sont très, très impactantes pour nos sociétés aujourd'hui et doivent être considérées par beaucoup de disciplines. Évidemment, on va aussi pouvoir valoriser les choses sous forme plus académique, par de la théorie, mais qui est ancrée dans la pratique.
artistique. Et puis, on va pouvoir trouver d'autres formes d'artefacts, de situations de valorisation. Évidemment, on va pouvoir, par exemple, éditer des objets, mais on va aussi pouvoir repenser des formes de valorisation que l'on trouve dans les sciences expérimentales ou dans les sciences de l'ingénieur, comme les démonstrateurs, les posters, les démos, etc. Et pourquoi pas, on peut même imaginer, aussi bizarrement que ça puisse paraître, mais pourquoi pas, on peut même imaginer, à partir de cette démarche instrumentale, de mettre en place des startups, d'imaginer des développements économiques sur ce mode-là. Et ça, je voudrais insister là-dessus, je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire dans les relations pluridisciplinaires entre les différentes approches, sur le fait que les artistes ont une compétence qui est tellement ancré qu'on l'oublie, c'est qu'on a une compétence sur ce qu'on pourrait appeler la publicisation. C'est-à-dire que, je ne parle pas de... vous savez, en recherche, on dit souvent publish or perish, c'est-à-dire qu'il faut que les gens publient, qu'ils écrivent des papiers, qu'ils soient reçus, etc., avec tout un système qui est assez bien fait, mais très normé. Sinon, ils n'existent pas en tant que chercheurs, et c'est de plus en plus difficile d'échapper à ça. Or, pour nous, le publish or perish, on doit se le poser autrement, parce qu'on n'est pas forcément producteur d'une connaissance qui va pouvoir s'inscrire dans un texte et rentrer dans tous ces protocoles académiques, mais on peut produire d'autres formes. Donc comment arriver à valoriser d'autres formes? Et sachant que ces autres formes, elles ont une force justement en termes de publication, quand on reprend le mot d'un point de vue étymologique, c'est-à-dire que c'est comment je rends public quelque chose. Eh bien, les artistes ont une puissance quasiment élémentaire, mais qui est tout à fait finalement spécifique, c'est qu'ils savent rendre public les choses. Ça fait partie si j'ose dire, de l'ADN de tous les artistes, c'est de penser toujours le rapport au public. Et si vous mettez ça en regard de beaucoup d'autres disciplines, eh bien c'est pas si simple. Et en particulier dans toutes les disciplines scientifiques, c'est très compliqué le rapport au public. Chez les sciences dures, par exemple, maintenant il y a une demande dans les financements, etc., de social impact, comme on dit, pour les scientifiques, mais ils sont assez dépourvus face à ça, démunis, donc ils ont de grandes difficultés, alors que pour les artistes, c'est quelque chose qui paraît naturel. Et aujourd'hui, on voit par exemple une évolution assez marquante du côté de la valorisation justement des instruments, des techniques, etc., où par exemple les slogans du MIT, en particulier du Media Lab, se sont déplacés. Ils ont abandonné le Publish or Perish pour le Demo or Die, donc faites la démonstration de ce que vous faites si vous voulez le valoriser. Et récemment, ils ont dit, maintenant, c'est même plus Demo or Die, c'est Deploy or Die. C'est-à-dire, soit vous êtes capable de déployer publiquement, c'est ça le déploiement, c'est soit vous êtes capable de rencontrer le public avec ce que vous faites, soit vous êtes mort. Et donc ça, c'est intéressant parce que finalement, ces injonctions qu'on va retrouver quand même du côté des sciences et dans les endroits les plus prestigieux au monde et les plus valorisants au monde, eh bien finalement, ce sont aussi des choses que les artistes savent faire, d'une valeur propre au travail artistique et qui, me semble, peut de fait être aussi revalorisé, repensé et imaginé là aussi, parce que évidemment, quand on parle de valorisation, eh bien, ça a un impact sur les statuts. Donc je pense que c'est une façon d'interroger le statut que de voir comment aujourd'hui le travail artistique peut être revalorisé, en particulier dans sa relation à la recherche et aux autres disciplines. Merci.